Et donc, juste pour présenter Alexandra qui fait l'exposé suivant. Donc, après ici, je trouve qu'au niveau de la commune d'Ixelles, avec cette volonté de mettre l'humain au centre de l'action communale, ici maintenant, on va voir comment l'ULB a appréhendé la chose. Et donc, on a Alexandra qui est directrice de service environnement et mobilité chez l'ULB, qui a fait un travail formidable pour arriver à ce plan climat. Et elle va nous raconter ça, malheureusement, en 15 minutes. C'est très court parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je te passe la parole. Donc, je compte sur le maître du temps pour m'aider dans les 15 minutes. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre présence. Très rapidement, un petit parcours. Donc, je suis étudiante de l'université. Je suis sortie en 94. Puis, j'ai fait 17 ans d'expérience dans un parcours professionnel privé, entreprise privée, donc les entreprises. Et puis, en 2017, je me suis retrouvée comme vous à faire le master en environnement et aménagement du territoire parce que j'avais trouvé un sens à ma carrière qui était l'environnement. Alors, le plan climat, il a une histoire. Donc, quand on est arrivé en 2006, quand je suis arrivée au service environnement et mobilité, il y avait une politique environnementale à l'université, 2006, qui s'occupait de la gestion des campus. 2012, grand autre événement, Rio + 20, on oriente la politique environnementale dans une politique de durabilité et on introduit enseignement et recherche dans le scope. Donc avant, c'était uniquement la gestion des campus et puis on passe à l'enseignement et la recherche qui sont le core business de l'université. 2019, les marches pour le climat. Là, j'ai les organisateurs de la conférence, des membres du conseil d'administration, des étudiants qui viennent et qui me disent « Écoute, tu fais un travail formidable, mais bon, c'est pas assez. Je suis d'accord, c'est pas assez. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, pour faire en sorte que le plan climat, enfin, qu'il y ait quelque chose qui s'accélère, quoi, qu'on voit les mouvements, qu'on voit les changements ?» Je dis il faudrait définir un plan climat. Un plan climat, pour nous, à l'ULB, c'est quoi? C'est une feuille de route. C'est une feuille de route d'action concrète avec des objectifs clairs. Donc, le plan climat, ça a été une initiative qu'on a mis en place en 2019 grâce aux marches climatiques et aux efforts de ULB for Climate, qui est un groupe de membres, tant à la fois des étudiants, des membres du personnel académique, PATG, des membres du conseil d'administration, pour concrétiser et surtout accélérer la mise en œuvre des actions qui étaient déjà prises dans les engagements des universités au niveau politique. Quels sont les objectifs de ce plan climat? Alors, en fonction de qui parle, où on est le premier ou le deuxième grand employeur de la région de Bruxelles-Capitale, et on est fortement impliqué en région wallonne. Il est impératif que nous ayons un rôle à jouer dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 36 000 étudiants, 8 000 membres du personnel, c'est un impact considérable si on bouge. Donc, on est là pour ces objectifs-là. On est aussi pour l'objectif. On est une institution d'enseignement et de recherche, donc on n'a pas un profil d'entreprise classique, on doit entre guillemets, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on doit également avoir un axe enseignement et un axe recherche, travailler à l'adaptation aux effets du changement climatique. On a une chance immense, je vais désaccélérer un peu, on a une chance immense d'avoir des campus sur lesquels on n'est pas, entre guillemets, soumis à une rentabilité de nos espaces. Et donc, on peut tester, on peut expérimenter. On est un laboratoire d'expérimentation, à la fois sur la communauté, à la fois sur les bâtiments, à la fois sur les espaces. Et donc, on doit travailler à l'adaptation aux effets du changement climatique. Alors, nos objectifs, ils sont rien de très novateurs. Le premier objectif, c'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre en 2030. Neutralité carbone, je l'utilise jamais, ce terme-là. Moi, je suis en 2030 et l'objectif, c'est d'atteindre déjà les objectifs pour 2030. 2050, c'est un peu plus loin. Certainement pas, et surtout pas après la présentation, de parler de neutralité carbone, on n'en parlera pas. Contribuer à la neutralité carbone peut-être, et idéalement être négatif en carbone, ce serait encore mieux. Mais là, c'est vraiment trop loin pour, en tout cas, les objectifs à l'instant, qui sont déjà réduire les émissions pour 2030. Alors, comment construire un plan climat? D'abord, il faut le piloter. Pour le piloter, il faut des chiffres. Heureusement, on avait déjà notre bilan carbone. On l'avait fait en 2014, pour être un peu prévision. On l'a réactualisé par rapport à 2018. Et quand on regarde le bilan carbone, il y a deux grands domaines sur lesquels il faut travailler si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
le carré bleu et gris, qui sont l'impact de la mobilité. Transport routier, déplacement domicile-campus, domicile-travail, transport aérien, déplacement, voyage professionnel ou étudiants Erasmus. On a 30% de nos étudiants qui sont des étudiants Erasmus, une forte proportion qui vient de l'étranger, les prix des avions sont pas chers, donc on a un impact assez considérable. Mobilité, quel est le deuxième grand domaine sur lequel on a un impact? C'est l'énergie. Énergie, 28% et infrastructure, 18%. Alors, on peut s'accorder. Un bilan carbone, c'est une image chiffrée. On ne va pas commencer à se dire « oui, mais c'est 48 ou 43 ». Non. Les deux grands domaines d'action sur le plan climat pour l'ULB, c'est énergie et mobilité. Une fois que vous avez ça, il faut... j'appuie pas sur le bon bouton. Voilà. Il faut une méthodologie. Pour définir un plan carbone, un plan climat, on a travaillé sur deux approches. L'approche top-down et l'approche bottom-up. On a d'abord été faire un benchmark. On est à l'université, aspect scientifique, il faut démontrer tout ce qu'on fait, il faut en tout cas prouver. Donc, on a fait une benchmark des autres universités, des régions, des villes, de la commune. Je regarde mon équipe. On a étudié le périmètre, on s'est dit, OK, on voit plus ou moins comment on va définir un plan climat, on voit comment travailler ensemble. On est remonté aux autorités, on leur a dit voilà, on pourrait travailler comme ça. OK, vous avez notre go. Donc là, on est là dans l'approche top-down. Mais on a également travaillé dans l'approche bottom-up, c'est-à-dire, comme le présentait la commune d'Ixelles, il faut impliquer. Parce qu'après, il faut le mettre en œuvre, ce plan climat. Et pour le mettre en œuvre, il faut impérativement qu'il y ait une appropriation des différents départements, des différents services, des personnes qui le mettent en œuvre, qui travaillent, qui donnent du sens à ce plan climat. Et donc, on a travaillé avec des groupes de travail thématiques. On en a installé 6. Ça a pas mis, on a eu 3 mois pour définir notre plan climat. Donc ça n'a pas pris énormément de temps. On a travaillé en dynamique participative. On avait créé 6 groupes de travail avec des étudiants, des membres du personnel, des membres scientifiques, des académiques, des personnes de la commune. Et on a vraiment analysé, bon, quelle est votre vision à 2030 ? Qu'est-ce que vous voyez, par exemple, la rénovation du bâti? C'est quoi votre vision idéale à 2030? Et sur base de ça, qu'est-ce qu'on fait de bien qu'on doit améliorer? Qu'est-ce qu'on fait pas bien? Qu'est-ce qu'il faudrait surtout pas faire? Et comment mettre tout ça en place? Ça a été très, très riche, très productif. On a eu une pléthore d'actions. Et puis, on a croisé ça avec des modèles logiques. Ça, c'est l'équipe qui a repris le travail du collectif. Et dans le modèle logique, on a vraiment identifié par domaine d'action. OK, la rénovation énergétique du bâti, c'est quoi le grand nœud pour, en tout cas, l'ULB à un moment donné? Il y en a plusieurs. Mais le grand, c'est, bon, on n'a pas d'argent. On ne reçoit pas suffisamment d'argent de la communauté française pour la quantité de bâtiments qu'on a. OK, ça, c'est un nœud. Comment on peut débloquer ce nœud? Et donc, le modèle logique vous permet de s'assurer que les actions qu'on a identifiées travaillent sur le nœud. Input, output, outcomes, deliveries. Ça, c'était une méthodologie qui a été très, très riche. On l'a fait à la fois sur les opérations, pas assez sur enseignement et recherche, mais bon, là, je vais vraiment axer d'abord sur la priorité qui est réduction des émissions de gaz à effet de serre. Enseignement et recherche, on est dans une autre vision, je vous en parlerai après. Après, pour un plan climat, il faut une structure. Donc, on a structuré notre plan, 2 grands axes, opération, enseignement et recherche. Dans l'axe opération, 2 grands domaines, bilan carbone oblige, énergie et mobilité. Il y en a d'autres. C'est pas pour ça qu'on ne travaille pas sur les déchets, c'est pas pour ça qu'on ne travaille pas sur les désinvestissements carbone du portefeuille de l'université, c'est pas pour ça qu'on ne travaille pas sur l'alimentation durable, etc., etc. Néanmoins, ici, le plan climat, c'était une feuille de route des actions concrètes pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et donc on travaille sur énergie et mobilité. On a défini les enjeux par thème, et puis on a défini les actions par enjeu. On est arrivé à une matrice de 64 actions. Des actions qu'on pouvait chiffrer, des actions qu'on ne pouvait pas chiffrer. Alors, si on avait été dans des temps, on va dire, de quelques années auparavant, quand j'arrivais au conseil aux autorités, avec une matrice de 64 actions, on m'a dit, il faut tout analyser, tout chiffrer, tout mesurer. Vous êtes bien sûr que c'est ça? Quel est l'indicateur? J'ai dit, on n'a plus le temps. Ici, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est ici d'avancer, de commencer à mettre des choses concrètement. C'est une feuille de route d'action. Donc, mon idée, et ce qu'on a défendu et que les autorités nous ont suivis, c'est de faire un plan d'action itératif. On arrive avec les 6 premières actions prioritaires qui vont réduire les émissions de gaz à effet de serre, et puis on reviendra au conseil d'administration au fur et à mesure avec des actions et des engagements. Quelles actions prioritaires? On en a 6.
bon, c'est pas lisible, mais je vais vous l'expliquer. On en a 3 sur la mobilité et 3 sur l'énergie. Au niveau de la mobilité, on a une action qui est travailler sur la réduction du rayon de remboursement déplacement domicile-travail et faire en sorte qu'on soit motivé à venir autrement qu'en voiture, ce qui n'était pas le cas. On n'était pas du tout aligné dans notre politique de déplacement domicile-travail. Ça, c'était une des actions. La deuxième action, c'est travailler au déplacement Business Travel Policy, donc les déplacements professionnels. C'est l'action qui qui réduit le plus d'émissions de gaz à effet de serre, mais qui est la plus complexe à mettre en œuvre. Et au niveau mobilité, une troisième action, c'est de travailler sur nos logistiques et nos livraisons. On a eu la chance de participer au plan de livraison entreprise. Et on sait qu'on a, par exemple, 6 fournisseurs d'eau différentes, 48 fournisseurs de café. Et donc, tout ça, c'est des livraisons. Et donc, c'est des livraisons importantes qui font du mouvement. 5 minutes. Merci. Alors, les actions au niveau du plan énergétique, c'est la rénovation du bâti. Je ne vais rien vous apprendre. Vous allez certainement appeler à un moment donné un call center pour dire l'auditoire il est un peu surchauffé. Donc, il y a rénovation du bâti. Et donc, c'est une priorité stratégique du plan climat de définir une stratégie immobilière et de commencer à rénover. Il y a 7 bâtiments qui ont été identifiés et rénovés structurellement, c'est-à-dire pas rénover uniquement parce qu'il y a une fuite d'eau ou un problème. C'est vraiment rénover entièrement l'enveloppe et travailler de façon stratégique. Il y a une action concrète qui concerne l'IT. Un new data center est en place et va se mettre en place, donc ça va réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et une troisième action qui concerne les laboratoires techniques. Alors, qu'est-ce qui est indispensable pour démarrer? L'approbation du conseil d'administration. OK. Un plan climat sans budget, pas moyen. Donc, on a négocié un budget dès le départ. Pas suffisant, mais on a négocié un budget. 20 millions. Plus grande ligne budgétaire accordée comme ça. On ne l'a pas directement tout de suite, mais en tout cas, c'est fixé. Ça a permis de débloquer des actions. Un autre point hyper important, c'est de définir le flux décisionnel et la gouvernance de votre plan. Qui décide quoi à quel moment? Un plan climat, c'est une feuille de route d'action concrète pour 2030. On ne va pas tout remonter à la rectrice à chaque fois. Ça ne va pas avancer. Donc, il va vraiment impérativement définir qui décide. Et on a fait une proposition assez novatrice, en dynamique participative, avec des groupes opérationnels qui ont la responsabilité, qui ont l'appropriation de l'action et ça a l'air de fonctionner. Et on travaille au monitoring. Donc, je n'ai pas fait clic encore parce que je regarde ma collaboratrice. Le monitoring est en cours. Donc, si je résume, 2004-2018, bilan carbone, 2019, les actions pour le climat. On arrive au CA avec une structure de plan approuvée. Ils nous disent quelles actions prioritaires. Décembre 2019, 6 actions prioritaires. Et là, on est dans la mise en œuvre. 3 minutes. OK. Où en sommes-nous? Ben voilà, vous avez ce qu'on a mis en place en 1 an et demi. Alors, la complétude, il y a 2 actions qui sont faites, réalisées. C'est sur la mobilité et le télétravail. La pandémie a aidé pour le télétravail et a accéléré les choses, mais néanmoins, tant mieux. C'est là pour, en tout cas, c'était bien. On travaille au déplacement professionnel, Business Travel Policy. La politique est définie. Maintenant, on va passer à l'appropriation, consultation des parties prenantes. Je regarde où est Charline, mais je ne la vois pas. Consultation des parties prenantes, vérification si ce qu'on va proposer sur la table est jouable. Donc, on est pas mal avancé également. La partie du bas, c'est les actions sur l'énergie. Alors là, c'est beaucoup plus orange, c'est beaucoup moins de taux de complétude, mais définir une stratégie immobilière, ça prend du temps. L'idée d'une stratégie immobilière de rénovation, c'est plages et entre autres plages, ça se construit avec les équipes de manière à avoir des financements, parce que là, on n'est pas à 20 millions, mais on est à 85 millions, donc c'est pas comme ça qu'on le fait. Et donc, ça se construit ensemble pour s'assurer qu'on a une stratégie immobilière à 3 ans, 5 ans et 7 ans. 2030, c'est dans 7 ans. Les priorités, je passe. Pour quel objectif? Pourquoi on fait tout ça? Pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 13 à 14% par rapport à 2018. Assez? Non. Mais c'est une feuille de route itérative. C'est le mieux qu'on peut faire pour le moment. C'est ce qu'on peut engager. On a engagé l'université. On peut encore s'améliorer. On va aller vers des changements plus rapides et plus conséquents. Je regarde ma vice-rectrice au développement durable. On va compléter le set d'actions, mais pour l'instant, on est déjà dans 13 à 14% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2018. Quels sont les challenges d'un plan climat? 1 minute, je vais y arriver. La rapidité d'exécution, c'est le plus grand défi.
mettre en œuvre les actions qui ont été décidées. Ça veut dire qu'on a des procédures et des process. On est un marché public, on n'est pas une entreprise, on n'est pas une maison, une habitation individuelle qui isole. Par exemple, si on veut isoler un bâtiment, on a d'office un marché public, on a d'office des études, on a d'office 2 ans, on a maintenant le plan de relance qui arrive, un super financement, 8 millions dans la poche, génial. On sait quel bâtiment tout doit être fait avant 2026. OK, compliqué, parce que ça veut dire qu'on doit accélérer les procédures, ça va pas être évident. Donc la rapidité d'exécution est notre plus grand défi. Les montants à financer, bon, bah, ça, c'est un peu comme tout le monde, hein. On l'a chiffré pour rien que la rénovation du bâti à peu près un delta de 89 millions qu'on n'a pas pour le moment. Donc, on va aussi chercher des sous. Et la résistance au changement, qui est pas négligeable. La résistance au changement, à la fois dans la manière de procéder à l'université en interne, à la fois dans la manière de se comporter, à la fois dans la manière de «Ah mais on n'a jamais fait comme ça». Donc on doit changer à la fois la méthode, à la fois la manière de penser et donc c'est un vrai défi. Et alors je vais terminer parce que le panel est essentiellement étudiant et pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'étudiant? Plein de choses. Alors peut-être pas travailler sur le plan climat, mobilité, énergie, mais quand même. Vous pouvez, par exemple, si vous avez des auditoires surchauffés ou si vous voyez des gaspillages énergétiques sur le campus, être nos ambassadeurs et nos yeux et donc appeler, même si vous appelez 25 550 fois pour le même auditoire, à un moment donné, ça va changer. Mobilité, ça c'est à titre individuel, HIC, pensez-y. On a une enquête plan de déplacement entreprise rien que pour les étudiants qui va sortir maintenant, répondez-y. On a un débat qui va y avoir lieu le 4 novembre sur la mobilité internationale. Venez, parce que là, on va travailler en dynamique participative pour définir quelles seraient les bonnes pratiques pour les échanges Erasmus. Vous pouvez également engager votre faculté, votre filière, papier, consommable, labo, enseignement à la durabilité. J'en ai pas beaucoup parlé, ce sera pour une autre occasion. Vous pouvez également engager l'institution. Vous avez un pouvoir de bouger les lignes. Si vous décidez que l'université, par exemple, deviendrait plastic free, eh ben, je peux vous dire que les étudiants peuvent y arriver plus vite que moi. Et alors suivez-nous, voilà. Il y a un conseil d'étudiants à la transition qui est en cours de se créer. Il y a le Student Green Office, il y a des cercles, il y a des éco-responsables, il y a le cercle de l'IGIAT Environnement, il y a ULB Environnement. Donc voilà, suivez-nous. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Alexandra. Je ne sais pas si mon micro fonctionne. Vous m'entendez? Oui. Donc, encore comme tout à l'heure, si vous avez quelques questions de clarification, on profite encore de la présence d'Alexandra. Après, il y aura un débat. Je vois qu'il y a déjà une main qui se lève là. Voilà, j'ai vu que Haïti est réalisé à 0%. Quelles sont les choses qui sont prévues? Et est-ce que les étudiants ne peuvent pas, là aussi, essayer de garder leur GSM 8 ans plutôt que 2 ans? C'est 1,8 ans en moyenne en Belgique. Voilà. Alors, le reporting que je vous ai montré, Haïti est à 0% parce que je n'avais pas les données de complétude pour Haïti. Donc, il faut savoir qu'on est il y a un plan digital qui a été approuvé à 10 ans. Donc, il y a un plan climat, mais un plan digital. Et dans le plan digital Haïti, il y a toute la réforme du nouveau data center. Donc, on va délocaliser le data center qui est au bâtiment haut et qui va partir sur le campus de Charleroi. Donc, je dirais qu'on n'est pas à 0%, mais pour le reporting que j'ai fait au conseil d'administration au mois de mars 2020, je préférais pas mettre de taux de complétude puisqu'on était encore dans les études. Alors effectivement, sur les consommables des GSM, ça peut effectivement être l'obsolescence programmée, le recyclage, un sujet sur lequel les étudiants et membres du personnel peuvent effectivement travailler. Oui, merci pour l'exposé. Est-ce que tu peux rappeler le numéro de téléphone auquel il faut appeler pour protester contre des locaux surchauffés? Alors, il y en a différents en fonction des campus. Je pense que même ça a changé. Il y a un petit ticketing, mais bon, voilà, il y en a vraiment des différents. Il y a le 22-22 quand vous êtes au Solbosch, le 55-55 à la Plaine, non, à Erasme. Enfin, je ne les connais pas par cœur, mais on pourra vous les rappeler. Après, l'idée, c'est vraiment, je pense que le service énergie, et ils sont présents dans la salle aujourd'hui, c'est pas pour ça que je le dis, ils font un travail incroyable. C'est après dans la maintenance aussi et la complexité des bâtiments. Enfin, c'est pas si évident que ça, mais je pense que si on est leur regard et qu'on les aide également à s'améliorer,
d'une manière gentille et non agressive, ça marche. Merci beaucoup, Alexandra. Tu peux prendre le micro, Catherine. Donc, je vois qu'il y a encore éventuellement une main qui se lève. Oui. On va encore en... Allez-y. Merci. Déjà, merci pour votre intervention. Donc, la mobilité étant un de vos pôles de priorité pour réduire les émissions à l'ULB, ma question était quelles ont été les mesures ou quelles seront les mesures prises en ce qui concerne la mobilité des Erasmus? Je n'ai pas le droit de répondre. Si. Pour l'instant, on n'en a prise aucune. L'objectif n'est pas de changer la mobilité des Erasmus, c'est justement on va co-construire ensemble quelles seraient les bonnes pratiques. Réfléchir ensemble à la question. Je regarde mes partenaires, c'est la Commission européenne qui a défini un canevas plutôt contraignant par rapport à des bonus si vous voyagez autrement pour vous déplacer dans vos pays de destination. Bon, effectivement, si vous choisissez le Canada, vous n'allez pas aller à la rame ou en kayak, hein, on est bien clair. Et l'objectif n'est pas du tout de ne pas faire des échanges Erasmus, mais c'est d'y réfléchir, d'y penser, de voir comment on pourrait faire en sorte, d'ailleurs la conférence s'appelle, je pense de mémoire, comment concilier échange, déplacement Erasmus, déplacement professionnel et impact climatique. Donc là, vraiment, il n'y a pas encore un canevas clair, mais ça se construit ensemble. Et c'est un des sujets les plus complexes pour toutes les universités.